Allez, désolé du retard lié donc à quelques contraintes indépendantes de notre volonté. On va parler rapidement de la République démocratique du Congo où l'Église catholique accuse la coalition au pouvoir de prendre le peuple en otage. Nous parlerons aussi du Burkina Faso. La France a autorisé l'extradition du frère de l'ancien président François Compaoré. Le Togo, la presse a joué son rôle, c'est la RAC qui le dit pour la présidentielle. On parlera aussi toujours de la contestation des élections. La récréation est terminée selon le secrétaire du parti au pouvoir, l'Union pour la République. Nous parlons de ces sujets avec Constant Lemou, analyste politique, qui est avec nous. Bonsoir Constant. Bonsoir Samuel, bonsoir à l'auditoire. Je vais parler des téléspectateurs de New World Info à travers le monde. Vivien Tomi, Plume Libre. Bonsoir Vivien. Bonsoir Samuel. J'allais dire bonsoir Uyao Samuel, comme on est en traditionnel. Et bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Et notamment, bonsoir à la communauté togolaise au Liban. Au Liban. Merci. On va parler donc au niveau de la RDC. Je le disais, la très influente conférence épiscopale de la RDC a accusé lundi la coalition au pouvoir de prendre en otage le peuple sur la base d'un accord occulte et dénoncé l'enrichissement scandaleux de quelques responsables politiques. Les évêques dénoncent dans un communiqué une tension préoccupante au sein de la coalition au pouvoir qui regroupe les forces politiques de Félix Tshisekedi et de son prédécesseur Joseph Kabila. Constant Lemou, pour l'Église catholique, la coalition qui a porté Tshisekedi au pouvoir, en fait, qui a permis l'alternance, ne répond pas aux aspirations du peuple. Oui, la réaction de l'Église catholique et surtout le soutien de la SENCO à cette position de l'Église nous rappelle les péripéties qui ont marqué la dernière histoire de la RDC, et notamment l'élection présidentielle où l'Église catholique avait désigné un candidat, soutenu un candidat qui malheureusement n'a pas été élu. C'est plutôt Étienne Tshisekedi qui a été élu. Et on a vite perçu peut-être un arrangement entre le président sortant et Félix Tshisekedi qui a pris le pouvoir et le parti perdant aux élections a gardé la majorité parlementaire. Donc c'est pratiquement une cohabitation au niveau du pouvoir. Mais cette cohabitation doit être, selon l'Église catholique, un arrangement entre les deux partis pour gérer les affaires de l'État. Aujourd'hui, l'Église trouve que cette coalition au pouvoir en fait dos au peuple souligne des enrichissements rapides, illicites, la mauvaise gestion, mais reconnaît quand même que cette coalition au pouvoir a fait des avancées, notamment dans la gratuité de l'école secondaire et bien d'autres choses. Bien, je me demande, cette position de l'Église, est-ce que c'est une position d'une classe politique ou bien c'est la position d'une Église? Il y a une confusion dans la mesure où l'Église congolaise, contrairement à la position de Laurent Moussengo, si j'ai bonne mémoire, qui avait conduit la conférence nationale au Zaïre, la position conciliatrice qu'il a adoptée, je pense que la nouvelle Église congolaise a pris position politique, s'est constituée en une classe politique qui a postulé aux élections présidentielles. Donc aujourd'hui, cette position me paraît un peu confuse dans la mesure où je ne sais pas si c'est l'Église en tant que moralisateur ou moralisatrice de la vie sociale ou c'est l'Église candidate à l'élection présidentielle et perdante qui prend position. Vivien, oui. Vous savez que en RDC, d'abord, c'est une longue histoire de pouvoir entre les politiciens et les religieux, notamment la religion catholique.
Vous savez aussi le rôle que l'Église catholique a joué au temps de Mobutu Sese Seko, à la succession de M. Kabila, Laurent Désiré. Et l'Église a considéré qu'elle a joué un rôle important dans la vie politique du pays, tellement que l'Église s'implique et des fois l'Église exagère, pour dire les choses en vrai. L'Église catholique de la RDC fait partie des églises qui ont reçu le fonds d'appui pour l'alternance démocratique en Afrique. Et vous avez vu les manifestations que l'Église a organisées directement. On a même vu des prêtres qui ont appelé qui sont pratiquement voilà, à des manifestations politiques. Et aujourd'hui, ce qu'on ne peut pas comprendre quand on est analyste africain, c'est que toutes les églises catholiques prient pour que dans nos pays africains, les classes les dirigeantes s'attendent pour que les familles qui étaient en querelle puissent s'entendre, pour qu'il y ait la réconciliation. Mais en même temps, chaque fois qu'il y a la réconciliation, l'Église se lève encore pour dire voilà, ça ne marche pas. Bon, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que si l'Église n'avait pas eu à prendre parti, pour être clair, ces analyses seront bien perçues. Mais du moment où l'Église... J'ai l'impression qu'au niveau de la RDC, le positionnement de l'Église n'a jamais gêné personne. C'est comme si c'était tout à fait normal. Non, c'est peut-être nous qui sommes à l'extérieur qui voyons cela comme ça. Parce qu'au niveau de la RDC, le pouvoir n'accepte pas que l'Église... Justement parce que l'Église est contre lui. Oui, mais quand on fait une messe et au cours de la messe, on dit juste après cette messe que tout le monde se mette dehors pour manifester. Et les gens suivent. Et les gens suivent. Ce n'est pas normal parce que l'Église catholique n'est pas juste une église du pouvoir ou une église de l'opposition dans n'importe quel pays. Et en RDC, encore plus, on a vu le rôle que les évêques ont joué dans la vie politique de la RDC. Je crois qu'on a beaucoup copié d'ailleurs de l'Afrique centrale. Pour nous qui sommes de l'Afrique de l'Ouest, en matière d'implication des hommes religieux. Si on prend le cas du Togo, par exemple, on avait comme référence les hommes religieux. On se disait que ces hommes religieux ne devraient pas être pour X ou Y et devaient être neutres et pouvaient arbitrer. Mais aujourd'hui, avec les prises de position de l'Église, on risque de ne plus être de bons chrétiens parce que quand on est du pouvoir, on se dit mais l'Église est contre nos intérêts, l'Église appelle à l'insurrection, l'Église appelle à la rébellion, l'Église appelle à des manifestations et des fois les manifestations se terminent dans le sang et dans du désordre. Aujourd'hui, ce que l'Église relève et qu'on peut peut-être dire mais c'est une bonne chose que de dénoncer, c'est la corruption. La corruption, ça, on peut dénoncer cela, mais prendre parti quand on est une église, moi, ça ne me met pas très à l'aise. Mais ici, Constant, les mots que l'église dénonce sont quand même bien présents. Ces mots ont toujours existé, hein, que ce soit en RDC ou partout dans quel pays, dans n'importe quel pays africain. Même dans le monde entier, lorsque un pouvoir est mis en place, c'est à lui de gérer le pays. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas une fatalité. Ça ne devrait pas être le cas. Ce n'est pas une fatalité. Il y a de l'abus dans certains pays où celui qui détient le pouvoir et donc a en main toutes les forces économiques du pays. Ils ont tendance, dans les pays où vraiment le contrôle n'est pas accentué, le contrôle de la gestion du pays n'est pas tellement accentué, ils ont tendance à profiter, s'enrichir démesurément en défaveur de la population. Il n'y a pas donc une bonne redistribution des richesses du pays. Ce qu'ils ont soulevé, ce n'est pas faux, sauf que ça a existé depuis longtemps. Et ils trouvent que ça s'exacerbe sous la nouvelle coalition. Pourquoi? Oui, lorsqu'ils disent ça, nous ne savons plus est-ce que ce qu'ils disent c'est crédible. Puisque le président Kabila a déjà lancé une enquête pour vérifier certains détournements au niveau Étienne Tshisekedi a lancé... Félix Tshisekedi a lancé une commission d'enquête pour
vérifier et enquêter autour de certains détournements soupçonnés. Et les évêques ont demandé au chef de l'État de veiller à ce que les enquêtes amorcées ne soient pas un leurre. Exactement, que ces enquêtes ne soient pas juste effet d'annonce, juste pour s'arrêter un jour sans résultat, mais qu'on vérifie véritablement si les détournements ont eu lieu, que les auteurs soient identifiés et punis. C'est comme ça que commence l'assainissement de la gestion du pays. Oui. Alors, si l'observation de l'Église est fondée, c'est une bonne chose, mais si c'est juste ce que je crois d'ailleurs, hein, ça doit être fondé puisque le président lui-même a déjà lancé cette enquête-là. L'Église n'a pas menti. Il faudrait que progressivement que les finances soient assainies, puisque la RDC, c'est un pays extrêmement riche, très riche, et très vaste. La population ne devrait pas en souffrir. Alors, je pense que si l'Église veut jouer franc jeu, eh bien, elle pourra contribuer, elle pourra aider le président Kabila à réussir, le président Tshisekedi à réussir sa mission, même si Kabila est encore, pèse encore de toutes ses forces dans la gestion du pays. Vivien, l'Église dit la corruption et les détournements des deniers publics persistent. Les mesures amorcées pour combattre ces maux demeurent sans effet. L'Église dit les alliés semblent plus préoccupés par leur positionnement politique que par le service à rendre au peuple qui continue de couper dans la misère. L'Église dit que dans l'Est, il y a l'insécurité généralisée et qui demeure persistante. Tout ça n'est pas faux. On a beau accuser l'Église de ci ou ça, mais les constats sont vrais. Je crois que l'Église ou les responsables de l'Église catholique de la RDC sont effectivement des citoyens qui vivent les réalités. Pour ça, effectivement, on peut leur accorder une crédibilité. Sauf que, parlant de la sécurité, l'insécurité a toujours régné dans l'Est. Ce n'est pas autant de Tshisekedi que ça a commencé. C'est la première chose. Oui, mais ils ont dit que c'est persistant. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que, effectivement, c'est la déception. Autant de morts en moins d'une année dans cette partie du pays. C'est la déception avec les nouveaux présidents. Vous savez, quand il y a changement de régime, il y a alternance, on est d'accord, on est content, mais peu de temps après, on remarque que les nouveaux venus veulent s'enrichir d'abord. Les nouveaux venus veulent avoir des biens, s'entourer de tout ce qu'il faut. Ils ne vont pas se mettre tout de suite au travail, comparativement aux anciens qui ont peut-être bouffé tellement qu'ils n'en ont plus besoin, du moment où, quand ils détournent même, c'est difficile de savoir qu'ils détournent. Mais quand c'est un nouveau président avec un nouveau régime, un nouveau système, excusez-moi, vous allez voir que les nouvelles personnes qui deviennent les hommes forts ont tendance à abuser de leur pouvoir. Et c'est ce que l'Église dénonce. Et en cela, on peut dire que le président Tshisekedi a répondu en disant « Nous allons faire des enquêtes ». Et l'Église rétorque en disant « Mais allez jusqu'au bout de vos enquêtes parce que on sait aussi dans nos pays africains comment les enquêtes commencent, mais on n'a jamais su comment ça se termine puisque on ne fait pas souvent le compte rendu au peuple qui est en réalité le premier détenteur du pouvoir et à qui on doit rendre compte de la bonne gouvernance, de la bonne gestion. Aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que les intérêts sont en jeu en ce qui concerne le camp Kabila et le camp Tshisekedi, tellement que Tshisekedi veut aujourd'hui s'imposer avec son équipe. Et pourquoi pas briguer un autre mandat. Et comment faire pour enlever complètement les mains de Kabila, qui a aussi une assise au niveau de l'Assemblée nationale. Donc tout cela fait que l'Église se dit, mais on oublie carrément les citoyens, on ne pense qu'aux intérêts. Mais en toute réalité, quand il y a changement de régime, il y a quand même d'abord un changement au niveau général, l'économie reprend un peu de souffle parce que les investisseurs ont tendance à traiter avec de nouveaux régimes. On est peut-être fatigué ou on a eu des blocus avec tel ou tel régime. Aujourd'hui, en RDC, un pays qui est très riche en ressources minières, le premier problème, c'est le problème de la sécurité.
si le président Tshisekedi arrive effectivement à résoudre un peu ce problème de sécurité et à limiter un peu les détournements, la corruption. Quand on parle de la corruption en RDC, c'est pas comme au Togo, hein, c'est pas les petits détournements des frais de voix, tout ça là. C'est de gros sous, c'est une question de milliards, c'est une question, on raisonne en dollars. Et en cela, l'Église est bien placée parce que c'est l'Église qui reçoit les dîmes, c'est l'Église qui reçoit les fidèles, c'est l'Église qui sait que tel n'était pas aussi riche que cela et aujourd'hui est devenu trop riche et on veut voir un peu plus clair. Vivement que Tshisekedi respecte sa parole et que les enquêtes aboutissent et surtout qu'on fasse un compte rendu. Mais il sera très difficile que Tshisekedi respecte sa parole. C'est vrai, l'opposition a toujours promis mener une gestion saine du pays, mais pendant qu'on est dans l'opposition, quand on prend le pouvoir, les réalités changent. Les engagements changent. C'est comme il y a les paroles de campagne et il y a la réalité quand on devient président. Il y a l'agenda de la campagne et l'agenda de la gouvernance. Quand on gagne les élections, on sort l'agenda de la gouvernance et on règle d'abord ces dettes de plusieurs décennies de lutte. Des dettes accumulées pendant plusieurs décennies de lutte. En réalité, pas forcément, hein? C'est ce que nous constatons en Afrique. C'est ce qu'on a toujours constaté en Afrique. Donc, ils cherchent à régler ces dettes et ensuite à se donner un certain confort parce qu'on est devenu président ou proche collaborateur du président, on est ministre. On ne peut plus vivre dans la précarité comme avant. Tout cela, c'est au vu aussi de tous les citoyens à qui on avait promis ciel et terre. Malheureusement, c'est la triste réalité africaine. Mais il y a des opposants qui sont riches aussi. Hein. Passons au second sujet, le Burkina Faso. Le gouvernement français a autorisé l'extradition de François Compaoré vers son pays. C'est ce qu'a annoncé Matignon jeudi. Le frère de l'ancien président déchu est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. Le décret d'extradition de François Compaoré était validé depuis juin 2019 par la Cour de cassation, mais était en attente de la publication d'un décret gouvernemental. C'est désormais chose faite. Le Premier ministre Édouard Philippe l'a signé jeudi 5 mars. Le texte doit désormais être publié au journal officiel. On peut dire que pour François Compaoré, l'étau se resserre. L'étau se resserre parce que vous savez, François Compaoré, c'était le Nomachou au temps de Blaise Compaoré, son grand frère, et quand il était aux affaires. Aujourd'hui, ce que beaucoup d'Africains n'arrivent pas à aimer, c'est le fait que la France utilisait le mot autorisé. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autres bons mots pour qualifier cela, puisqu'à un moment, la France n'avait pas voulu céder. Compaoré François, qui est exilé en France, était pratiquement protégé. Il avait quand même des avantages. Il était considéré comme un dignitaire. Il vivait toujours comme quelqu'un qui a un rang de ministre ou de ministre d'État. Et prendre la décision d'accepter que la justice puisse l'écouter dans son pays, je crois que c'est quand même une décision qu'il faut saluer. On peut peut-être critiquer le mot autorisé, mais je crois que permettre... C'est l'extradition. Oui, c'est l'extradition. Donc, parce que de toute façon, il revenait à la justice française. Si la France refuse, François Compaoré ne sera pas extradé. On ne peut pas venir en France et puis le prendre de force. Ensuite, il faut reconnaître que quand cela arrive comme ça veut dire que la France te lâche. La France te lâche, peut-être sous la pression des organisations de défense des droits de l'homme au pays, au Burkina Faso, mais aussi pour montrer un très bon visage vis-à-vis de toute l'Afrique, parce que c'est pas seulement le Burkina Faso qui est en jeu ici. Aujourd'hui, avec le régime de Macron, on essaie de montrer à l'Afrique que nous avons fini pratiquement avec la France-Afrique. Il y a juste de petits détails qu'il faut régler. Et puis, vous allez voir, nous serons juste des amis. Mais sur le plan du Burkina Faso, au Burkina Faso même, sur le plan de la justice, on ne peut pas comprendre qu'on traîne tant avant finalement d'accepter. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce que
en quelques jours, beaucoup de choses se passent dans notre pays ou dans notre continent. Vous avez vu la décision de M. Ouattara de plus se représenter. Et puis, vous avez vu ce qui s'est passé avec le franc CFA. Et puis, après, on nous dit, mais M. François Compaoré, on peut vous le donner si vous voulez. Vous allez le juger. Ça veut dire, si d'autres personnes veulent aussi faire d'autres demandes, ils peuvent y aller, même au niveau de la culture. La France a même annoncé, nous vous donnons tout ce que la France vous avait, entre parenthèses, les objets empruntés, et maintenant on vous les rend. Donc c'est une façon de montrer de bons gestes envers l'Afrique pour que les Africains essaient quand même de diminuer un peu les critiques vis-à-vis de la France. D'accord. De toute façon, François Compaoré, j'allais dire que la France n'a jamais été catégorique sur son sort dès le départ. C'est évident. La France est en train de se prouver un peu, disons, son image pour qu'on la critique. Moi, il faut avouer que le président français même et l'ensemble des Français ont compris que de plus en plus, la France est vomie en Afrique, compte tenu de ces différentes prises de position dans des questions essentielles, que ce soit des questions politiques ou économiques. La France est vomie dans la plupart des pays. On protège selon que les intérêts sont en jeu, ou on lâche parce que désormais on a un autre partenaire qui protège mieux les intérêts. C'est le jeu favori de la France de tous les temps. Pourquoi François Compaoré s'était réfugié en France pendant que le président Blaise Compaoré était au pouvoir? On n'a jamais pensé l'extrader. Non. Il y avait encore de la force. La France, Blaise Compaoré garantissait encore les intérêts français. Et par conséquent, cette affaire était pratiquement banalisée. Elle était classée entre-temps. Il a fallu que Blaise quitte le pouvoir pour qu'on ressuscite cette affaire aujourd'hui, avec tous les soubresauts que cela a connus. On pense, oui, mais la justice s'est levée contre François Compaoré, surtout après la chute de Blaise Compaoré. Oui, parce qu'avant la chute de Blaise Compaoré, personne n'osait même critiquer. Vous savez, même l'affaire. Il y a même eu un non-lieu parce que la justice de Ouaga dans cette affaire. Et la France a entériné parce que Blaise Compaoré garantissait encore les intérêts français au Burkina. Rien n'empêchait la France, aussi connue pour la séparation des pouvoirs, que la justice fasse rapidement son travail vis-à-vis de ce dossier qui repose sur des faits de crimes. Notamment la question de Norbert Zongo. Ce sont les intérêts que protège la France. Aujourd'hui, cet acte que pose la France est un signe de... La France fait des yeux doux au nouveau pouvoir, pour montrer que, bon, si vous voulez clarifier l'affaire Norbert Zongo, clarifier l'assassinat de Thomas Sankara, voilà, nous sommes prêts à collaborer et à vous appuyer pour que le camp politique de Blaise Compaoré soit complètement anéanti. Vous avez notre soutien, c'est ce que ça signifie en fin de compte. Sinon, qu'est-ce que la France a à foutre avec l'assassinat ou non d'un Africain par un autre? Ils n'ont rien à foutre. Ce sont leurs intérêts qui sont en jeu. Alors, je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce dont a besoin le Burkina Faso? Est-ce que c'est l'aide que la France peut apporter au Burkina Faso, vu la situation d'insécurité qui se généralise au Burkina Faso? Est-ce que c'est le jugement de Norbert Zongo qui est primordial? Est-ce que c'est le dossier primordial pour le Burkina aujourd'hui? Je pense que le Burkina attend autre chose de la France que de l'extradition de François Compaoré. Et de toute façon, cette extradition ne sera pas effective puisque on se l'imagine, les avocats de François Compaoré vont jouer le tout pour retarder de plus. Vous savez, quand vous avez de l'argent, vous pouvez vous payer les meilleurs avocats du monde. Vous pouvez vous payer même la justice. C'est seulement la justice de Dieu que vous ne pouvez pas vous payer. Parce que vous pouvez prendre autant d'avocats que vous voulez pour défendre votre cause. Mais si tant est que vous avez tort
tôt ou tard, la justice va vous rattraper. Parce que là, ils prévoient saisir le Conseil d'État. Bien sûr. Après le Conseil d'État, ils peuvent même saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Mais est-ce qu'il est prêt à quitter le sol français? Non, il n'est pas prêt. Et aujourd'hui, il ne faut pas se tromper, c'est des personnes qui ont, pour la plupart, la nationalité française. Alors, en même temps qu'on est burkinabé, on est aussi français. Donc, vous voulez m'extrader, mais je suis français. Alors, j'ai des enfants qui sont français et je dois défendre leurs intérêts. Je dois m'occuper en tant que parent de leur éducation, ainsi de suite. Donc, c'est effectivement des avis que les avocats de M. François Compaoré vont défendre. Mais quand vous prenez la réalité du Burkina Faso, aujourd'hui, la jeunesse du Burkina dit, la jeunesse du Faso, excusez-moi, dit, mais nous en avons marre de ces assassinats qu'on assimile aux djihadistes, les attaques des terroristes. Et puis, en même temps aussi, ben, vous êtes là depuis un temps au Mali, on ne sait pas tellement ce que vous voulez. On ne peut pas comprendre qu'on arrive à détecter là où se trouvait celui qui a détruit le World Trade Center, Osama Ben Laden, et qu'on le traque jusqu'à le tuer, suivant ce que les Américains nous ont dit, et qu'on n'arrive pas à détecter là où se trouvent les djihadistes au Burkina Faso, au Nigeria, au Niger, au Tchad, on ne comprend pas. Alors, il y a un secret qu'on doit essayer d'élucider. Et quand vous prenez l'armement, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, l'armement des djihadistes aujourd'hui, on connaît quand même la provenance de certaines armes. Alors aujourd'hui, la jeunesse du Faso est vraiment contre le système français. Et qu'est-ce que la France fait? La France essaie de montrer un signe de bonne volonté en disant nous pouvons aller jusqu'au bout, nous pouvons même juger l'affaire Thomas Sankara si vous voulez. Vous savez que le dossier est ouvert depuis, on peut consulter aujourd'hui, savoir ce qui s'est passé suivant les réalités de la France. Aujourd'hui, le fait qu'on laisse la justice burkinabé extrader M. François Compaoré, si ces avocats n'arrivaient pas à avoir gain de cause, je crois que c'est juste pour faire les yeux doux au Burkina Faso et aussi aux autres pays africains. Partons pour la pause et nous revenons après le journal.